Alors déjà, je m'excuse parce que je suis un petit peu malade, donc c'est possible que j'éternue ou que je parle un peu du nez. Donc c'est pas le Covid, je me suis testé plusieurs fois, vous inquiétez pas, c'est bon. Donc déjà, un grand merci pour m'avoir invité ici à EPIC. Je suis très content de participer et de participer devant vous parce que je sais que vous êtes un public averti à propos des open badges et c'est assez rare dans la recherche française. Généralement, quand je présente mon sujet, peu de gens connaissent ces open badges ou alors on les connaissent très peu. Donc finalement, je perds beaucoup de temps à présenter l'outil et du coup, j'ai un peu moins de temps pour le cœur du sujet. Donc pour me présenter rapidement, donc je suis Bastien Rollin, je suis doctorant en sciences de l'éducation et donc je réalise une thèse en co-tutelle entre l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, donc au laboratoire de l'IRIDU, et également à Mons, donc en Belgique, à l'Université de Mons, donc au laboratoire de l'INAS. Donc mes deux directeurs de thèse sont Jean-François Giret, donc directeur de l'IRIDU, et Marc Demeuse, donc directeur de l'INAS. Donc dans ce cadre, mes travaux portent essentiellement en fait sur la reconnaissance, enfin sur les effets de la reconnaissance par open badge de compétences transversales acquises alors par le biais d'expériences universitaires, mais également par le biais d'expériences non universitaires. Donc je vais vous présenter un peu aujourd'hui une expérimentation que nous avons menée donc, à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et qui porte justement sur un dispositif d'aide à la réussite en première année de licence. Donc avant de revenir un petit peu sur l'expérimentation elle-même, je vais revenir un peu sur le contexte. Donc on le sait, l'approche par compétences s'est diffusée peu à peu au sein de nos universités. Alors particulièrement à la suite du processus de Bologne, on voit vraiment que le paradigme de la compétence finalement a remplacé le paradigme de la qualification. Donc c'était à partir... Enfin, on a vu ce mouvement se déclencher à partir des années 80. Donc maintenant, les universités cherchent de plus en plus à professionnaliser finalement leurs étudiants, et donc les universités, en tout cas les établissements de l'enseignement supérieur, sont amenés à considérer aussi bien les savoirs et les compétences dites disciplinaires que les compétences dites génériques ou les compétences transversales, où on parle encore de soft skills. Donc beaucoup de dénominations, enfin la littérature scientifique est pas vraiment... capable aujourd'hui de sortir un terme. Donc nous, on a décidé de retenir aujourd'hui compétences transversales, et à l'instar des travaux de Julien Berthaud, donc qui a fait sa thèse notamment sur l'intégration étudiante, on a retenu sa définition de la compétence transversale, qui est de dire que les compétences transversales sont des métacompétences qui peuvent se décomposer en une multitude de sous-compétences, plus spécifiques et propres à un contexte donné. Donc c'est des compétences qui peuvent à la fois être cognitives et sociales et qui peuvent se rapporter aussi bien à des savoirs, des savoir-faire ou à des savoir-être. Et elles sont imaginées largement transférables d'un contexte à l'autre. Donc là je vous renvoie notamment aux travaux de Jean-François Giret. Donc on le sait aujourd'hui, et les compétences transversales attirent de plus en plus dans le monde de la recherche, et on sait qu'elles ont un intérêt aussi bien dans le contexte professionnel. Elles permettent par exemple d'avoir un emploi plus rapidement, elles permettent également d'avoir des niveaux salariales plus importants. Donc là, je vous renvoie notamment aux travaux d'Inès Albandéa récemment. Et elles ont également donc un intérêt dans le contexte universitaire, puisqu'on a plusieurs travaux qui montrent que ces compétences transversales, finalement, sont importantes dans la réussite étudiante. Donc parfois dissimulées dans ce que nous pouvons appeler le curriculum caché, ces compétences essentielles à la réussite étudiante sont complexes à décoder, elles sont complexes également à assimiler pour nos étudiants. Donc on a des travaux alors, qui sont plutôt jeunes, qui ont une vingtaine d'années, mais les travaux de Coulon ou encore d'Alava montrent et ont développé finalement un concept qu'on appelle métier étudiant. Donc les étudiants doivent vraiment s'approprier ce nouveau métier étudiant pour réussir à l'université. Donc l'apprentissage finalement de ce dernier, donc de ce métier étudiant, suppose l'acquisition de compétences transversales comme des capacités d'organisation ou encore des capacités d'analyse et de synthèse. Donc comme il est difficile de caractériser justement ces compétences génériques, ces compétences transversales, il est d'autant plus complexe de les faire acquérir ou encore de les évaluer et donc finalement de les reconnaître. Donc finalement, face à cette complexité qui est inhérente à l'évaluation, les universités doivent s'adapter et elles doivent adapter aussi bien leur forme pédagogique que leur modalité d'apprentissage afin de justement mieux en prendre en compte ces compétences dans le cadre de formations plus professionnalisantes. Et donc l'une des solutions qui pourrait être préconisée justement, ça serait d'avoir recours à l'open badge. Donc je vais vous présenter un petit peu maintenant le dispositif qu'on a mis en place nous. Donc en 2020-2021, on a voulu justement tester ces open badges à l'université, car finalement on voit que dans la recherche française, il y a très peu
d'études empiriques, donc c'est bien dommage, donc on s'est lancé dans l'aventure. Donc en 2020-2021, donc pleine année Covid, on a mené une expérimentation donc, au sein d'une formation de l'UBFC, donc de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre justement d'un dispositif d'aide à la réussite. Donc l'objectif de l'expérimentation, c'était d'évaluer, reconnaître et promouvoir certaines compétences transversales qui étaient jugées essentielles dans la réussite étudiante. Donc à cet égard et devant les contraintes finalement imposées par le contexte sanitaire, notamment lié à la crise de la Covid, on voulait, en tout cas on a souhaité proposer aux étudiants un dispositif qui ne pourrait pas être affecté finalement par certaines mesures gouvernementales comme le confinement ou encore le passage à distanciel. Dans le même temps, ce qu'on voulait, et c'était important pour nous, c'est que nous voulions proposer aux étudiants un moyen d'apprentissage plus flexible, mais surtout adaptable à leurs propres besoins. L'objectif, c'était pas de les obliger à aller dans ce dispositif d'aide à la réussite, on ne voulait pas les contraindre à suivre un dispositif s'ils ne le jugeaient pas finalement nécessaire. Donc c'est pourquoi on a retenu le MOOC Viser la réussite, devenir un super étudiant, donc qui a été développé à l'université de Namur par une équipe d'enseignants. Donc c'est une équipe d'enseignants qui est très qualifiée sur justement ce sujet de la réussite étudiante. Donc il y a notamment des figures reconnues. On a Marc Romainville, on a encore Myriel Loire, donc qui a pris sa retraite aujourd'hui, mais qui a participé à l'expérimentation. Donc c'est un MOOC qui a vraiment bien fonctionné en temps de Covid, donc durant l'année académique 2019-2020. On s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à proposer autour de ce MOOC et autour des open badges. Donc c'est un cours en ligne finalement, c'est un MOOC qui propose aux apprenants donc différents modules afin de les aider à développer ou encore à perfectionner leur méthode d'étude pour qu'elle soit efficace et adaptée à une formation qui est dispensée à l'université. Donc lors du second semestre, donc lors d'une deuxième partie de l'année, nos étudiants ont eu donc le choix de participer ou non, de suivre ou non ces différents modules et de les réaliser dans l'ordre qu'ils voulaient et surtout sans contrainte temporelle, c'est important pour nous. Et donc en fonction de leur réussite et de leur investissement, vous comprenez bien qu'ils ont eu l'occasion d'acquérir certains badges numériques. Il faut savoir que chaque module du MOOC était badgé, donc nous avions 4 open badges différents qui disposaient chacun de plusieurs niveaux qui montraient finalement un peu la progression et le niveau d'avancement de l'individu. Donc tous les open badges ont été construits sur le même modèle. Donc là, je vous ai mis l'exemple du badge analyse et synthèse. Donc, on peut prendre cet exemple-là. Donc lui, il avait 3 niveaux. Un niveau j'explore, un niveau j'approfondis et un niveau j'ai démontré. Donc le premier niveau j'explore était débloqué. Pouvait être débloqué lorsque l'apprenant obtenait au moins 50% et une évaluation qu'il pouvait réaliser sur son espace étudiant. Donc c'est un test qui comportait des questions ouvertes et des questions fermées. Le deuxième niveau, qui est donc j'approfondis, était obtenu lorsque l'étudiant obtenait au moins 75% à ce même test. Et donc c'est un test qui avait été construit finalement afin d'évaluer les connaissances déclaratives, donc le quoi, mais aussi procédurales, donc le comment, qui a été acquis justement tout au long du module concerné. Donc tout au long du module analyse et synthèse, les étudiants apprenaient justement à traiter activement une matière ou un contenu, en identifiant ou également en enrichissant leur répertoire de stratégies d'analyse et de synthèse. Donc ils prenaient part à des exercices sous forme de plusieurs défis afin de s'auto-évaluer, mais aussi de développer leurs compétences analytiques et synthétiques. Et enfin, donc on a un dernier niveau, c'est ce que je vous disais, j'ai démontré, qui était débloqué à la suite de l'envoi d'une preuve, donc au choix, d'une réalisation ou d'une preuve au choix, qui démontrait finalement les capacités d'analyse et de synthèse de l'apprenant. Donc le niveau 3 du badge, ici, il avait pour objectif vraiment d'évaluer les compétences ciblées par le module, c'est-à-dire l'aptitude finalement de l'étudiant à mobiliser et mettre en œuvre à bon escient dans une situation complexe les connaissances déclaratives, procédurales et conditionnelles. Donc là, je vous renvoie notamment aux travaux de Tardif de 98. Donc il faut comprendre que l'étudiant disposait vraiment d'une liberté totale sur le choix de la preuve ou quant à la forme et à la nature des preuves qu'il souhaitait partager. Et on a également créé un méta-badge qui valorisait un petit peu le parcours d'ensemble de l'étudiant, donc je ne vous l'ai pas mis, mais je ne vous ai pas présenté tous les badges bien évidemment. Donc ensuite, on a mené une petite enquête pré-expérimentation, si on ne voulait pas non plus se lancer dans l'aventure et faire n'importe quoi. Donc on avait distribué des questionnaires justement aux apprenants qui pouvaient être potentiellement concernés par l'expérimentation. Et il y a plusieurs résultats très intéressants qui sont ressortis. Le premier, c'est que la notion de compétence, elle est désormais vraiment centrale pour les étudiants, en tout cas qu'on a interrogés dans le cadre de cette étude. Puisqu'ils considèrent justement que ces compétences sont un important facteur de réussite dans la vie. Alors il faut savoir qu'ils étaient 60% à déclarer que les compétences jouaient un rôle très important dans leur réussite, et à titre de comparaison, ils étaient seulement 50% à juger le diplôme comme très intéressant.
Donc on voit qu'aujourd'hui, les diplômes, les compétences justement pour nos étudiants priment donc sur le diplôme. Alors c'est un résultat qui pourrait indiquer une perte de confiance de nos étudiants vis-à-vis du diplôme universitaire, qui se manifeste probablement par une moindre adhésion au concept de méritocratie scolaire, mais aussi ça pourrait indiquer une croyance plus élevée envers les compétences qui peuvent notamment s'acquérir hors du système scolaire. Également, on voit que nos résultats montrent que les étudiants de l'enseignement supérieur, que nous avons interrogés, souhaitent davantage de reconnaissance, mais aussi une valorisation plus fine de leurs compétences qu'ils acquièrent notamment lors de leur expérience extracurriculaire et académique. Donc c'est un résultat qui peut paraître un peu surprenant, mais en même temps pas vraiment, vu qu'il y a eu de nombreux efforts qui ont été consentis par l'enseignement supérieur pour justement valoriser cet engagement étudiant. Alors on peut émettre deux hypothèses. La première, c'est que les outils actuels proposés par les établissements sont méconnus par nos étudiants. Je ne pense pas personnellement. Ou alors, et la deuxième hypothèse qui me paraît plus plausible, c'est que ces étudiants ne se reconnaissent pas dans ces outils, justement. Donc ça me paraît, pour moi, c'est plutôt la seconde hypothèse qui semble se confirmer. Donc cela justifie en partie notre recours justement au badge numérique qui promet de valoriser et de faciliter aussi l'évaluation des compétences transversales de par son dynamisme plus important que le diplôme. On avait également mis dans notre questionnaire un volet sur les open badges. Donc qu'est-ce qui ressort ? Et ce qui ressort sans grande surprise, c'est que les étudiants méconnaissent largement ce nouvel outil digital. Donc il n'y en a aucun d'entre eux qui n'avait obtenu de badge numérique avant notre présentation. Ils étaient seulement 7% à connaître leur existence avant notre présentation. Malgré ce constat qui pourrait être négatif, finalement, l'outil, par contre, semble vraiment éveiller l'intérêt de nos étudiants, puisqu'ils sont 81% à déclarer vouloir des open badges à l'université. Et finalement, ils n'étaient que 2% à ne pas en vouloir. Donc, soit on avait un sentiment positif, soit on avait un sentiment neutre. Finalement, il y avait peu de sentiments négatifs. Il y a également 2 étudiants sur 3 qui trouveraient important le fait d'obtenir des badges numériques si les universités en proposaient. Et peut-être plus encourageant encore, on avait 68% des étudiants interrogés qui estimaient que les open badges pouvaient les motiver davantage dans le cadre de leurs études. Donc, l'intérêt pour l'outil ainsi que le besoin de reconnaissance qui a été exprimé par nos étudiants nous ont vraiment finalement conforté dans le choix de proposer donc, des open badges au sein de ces promotions estudiantines. Alors concernant un petit peu les résultats de l'expérimentation. Donc là, ça porte vraiment sur l'année 2020-2021, en sachant qu'on a renouvelé l'expérimentation en 2021-2022, mais on n'a pas eu encore le temps de traiter les résultats. Donc ce sera peut-être pour une prochaine fois. Mais en tout cas, pour l'année 2020-2021, on a plusieurs résultats intéressants. Donc déjà, il faut savoir que l'ouverture du MOOC, donc viser la réussite de devenir un super étudiant, a eu lieu, comme je vous l'ai dit, au cours du second semestre. Et donc la participation finalement au dispositif d'aide à la réussite a été jugée plus que satisfaisante, puisque c'est un dispositif facultatif, je rappelle. Et on a plus de 40% des individus qui ont obtenu au moins un badge numérique. Donc c'est intéressant pour un dispositif facultatif. Et et ça c'est encore plus encourageant, mais parmi les individus qui n'ont pas participé, ils étaient plus de 70% à invoquer un manque de temps plutôt qu'un désintérêt pour le dispositif. Donc il faut savoir que la période a été très compliquée pour nos étudiants à ce moment-là, qui devaient jongler entre leur stage à l'école, leurs cours et leurs dossiers à rendre dans le cadre de l'évaluation. Donc ce qu'on peut dire également, c'est que les étudiants ont apprécié leur première expérience avec les badges numériques, puisqu'ils sont plus de 70% à se dire satisfaits du dispositif, donc c'est encourageant. Et plus encourageant encore, ils sont 75% à vouloir d'autres badges numériques à l'avenir. Alors notre enquête, elle révèle qu'en plus de nouvelles compétences, donc ils souhaitent qu'on badge de nouvelles compétences, mais ils souhaitent également que l'université reconnaisse leur investissement, mais aussi leur engagement alors, au sein de leur formation, mais également en dehors de celle-ci, notamment dans le contexte associatif. Donc il y a plein de belles choses à faire avec les open badges finalement. Également, interrogé à ce sujet, on a à peu près 3 étudiants sur 4 qui déclarent souhaiter mettre sur leur CV finalement leur badge numérique. Donc pareil, là c'est également intéressant puisqu'on voit que les étudiants qui ont obtenu un badge numérique finalement considèrent un peu ce nouvel outil digital comme un signal positif qui est envoyé notamment aux recruteurs, alors aux recruteurs dans le monde professionnel mais également aux recruteurs dans le monde académique, par exemple pour rentrer dans des formations à place limitée. Alors, l'un des grands intérêts de notre expérimentation, c'était justement d'apporter un éclairage ou non sur l'importance de certaines caractéristiques individuelles qui pouvaient justement influencer l'engagement des étudiants dans un dispositif qui pouvait proposer les open badges.
Alors nos résultats permettent de dégager plusieurs choses intéressantes. La première, et c'est ce que nous avons constaté, c'est que ce sont les étudiants avec les performances académiques les plus élevées qui ont participé au dispositif d'aide à la réussite. Donc c'est plutôt étonnant, on pouvait s'attendre à ce que ce soit les étudiants en difficulté finalement, mais on voit que c'est les étudiants avec les meilleures performances académiques. Donc finalement, c'est la reconnaissance via les open badges qui a séduit les étudiants à s'engager, plus que l'aide à la réussite qui était apportée par le MOOC. Dans le même temps, ce qu'on peut voir, c'est que ce sont les étudiants avec les meilleures compétences numériques qui sont davantage engagés que les autres. Donc là, ce n'est pas vraiment une surprise non plus, hein. L'open badge est un objet digital, le MOOC est une ressource numérique, donc on pouvait vraiment s'attendre à ce résultat. Donc le support d'apprentissage, qui était de facto donc, en ligne, qui a été retenu dans le cadre de cette expérimentation, a probablement joué un rôle justement dans cette relation entre les compétences numériques et le choix de s'engager. Mais on peut quand même se poser la question de l'équité d'un tel outil digital, puisqu'on sait que l'appropriation de ressources numériques nécessite des compétences qui sont inégalement réparties dans les groupes sociaux. Et là, je vous renvoie notamment à la thèse d'Éléonore Vrillon, qui a soutenu en 2018. Mais encore une fois, il faudrait tester cette hypothèse dans d'autres contextes d'apprentissage, notamment dans un cadre plus traditionnel et en dehors de la situation sanitaire que nous avons rencontrée en 2020-2021. Donc on ne peut pas généraliser ce résultat. Également, ce qu'on peut voir, et ça c'est très intéressant, c'est que nos résultats montrent un lien significatif entre, d'une part, la participation au dispositif et d'une autre part, la motivation intrinsèque des individus dans le cadre de leurs études. Donc parfois, finalement, associé à la dimension extrinsèque de la motivation, là on voit que les badges numériques ont pourtant séduit les étudiants qui étaient les plus motivés dans leurs études, en tout cas dans notre expérimentation. Dans le même temps, ce qu'on peut voir, c'est que nous trouvons donc dans le groupe d'étudiants qui ont pris part à l'expérimentation une corrélation positive hautement significative entre le nombre de badges qu'ils ont obtenus et la motivation intrinsèque des individus, et également une corrélation donc hautement significative, mais cette fois-ci négative, entre le nombre de badges obtenus et le niveau de motivation des étudiants. Donc encore une fois, souvent perçu comme une incitation qui est fondée sur le renforcement de la motivation extrinsèque. Là, nos résultats ne vont pas vraiment dans ce sens. Ils peuvent peut-être remettre en question la théorie des chasseurs de badges qui pourrait être néfaste à l'apprentissage. Par contre, et c'est important de le préciser également, c'est que notre expérimentation ne permet pas de s'assurer que la collecte de badges a renforcé la motivation des étudiants dans leurs études. C'était de toute façon pas l'objectif de l'expérimentation. Toutefois, ce qu'on peut dire, c'est que les étudiants qui nous ont confié, enfin en tout cas, c'est que les étudiants nous ont confié le fait que les badges numériques les ont motivés à poursuivre, à s'engager dans le MOOC. Donc pour conclure, donc plus qu'une solution finalement miracle pour l'évaluation des compétences transversales, l'open badge devrait plutôt être considéré comme un puissant catalyseur qui permettrait de réfléchir justement aux évaluations dites alternatives. Donc, par exemple, il pourrait venir en soutien d'initiatives d'évaluation par les pairs ou encore d'initiatives à propos d'évaluation formative. Donc cet outil permet entre autres de placer vraiment l'individu au cœur de l'apprentissage, mais également au cœur de l'évaluation, tout en explicitant plus clairement les critères de réussite. Donc c'est très important pour nos étudiants. Cependant, on ne peut pas dire avec cette expérimentation que l'open badge a été efficace dans le processus d'apprentissage. C'était de toute façon pas l'objectif, mais voilà. Mais ce qu'on peut dire par contre, c'est que les open badges ont motivé nos étudiants donc, à s'investir dans le MOOC et que les étudiants semblent vraiment friands de ce nouvel outil. Ils sont demandeurs et surtout redemandeurs de cet outil. Ce qu'on peut faire également, c'est qu'on peut se questionner sur l'équité d'un tel outil digital alors dans l'enseignement supérieur. En effet, on a vu dans cette étude que ce sont les étudiants les plus motivés et les plus performants qui sont davantage appropriés l'outil. Donc il reste un important travail afin de comprendre dans quelle situation d'apprentissage l'open badge pourrait être équitable, parce que ce dernier, et je pense qu'on est tous d'accord ici, il ne doit pas devenir finalement un outil d'évaluation ou un outil de reconnaissance qui aurait tendance à privilégier les privilégiés, selon les termes de Bourdieu. Donc à l'avenir, vraiment, la mise en place d'un dispositif de badge numérique donc, au sein d'une université doit s'accompagner d'une attention particulière à certains individus qui peuvent finalement se sentir exclus de cette innovation digitale. Et dernier point, excusez-moi, qui est important pour moi, c'est qu'il est nécessaire de rappeler que nos résultats portent sur un contexte qui est relativement micro, alors que la reconnaissance et l'évaluation des compétences transversales se rattachent davantage à des enjeux macro. Donc on ne peut pas vraiment généraliser nos résultats. Par contre, ce qu'on peut faire, et ce serait intéressant à l'avenir, ça serait de regarder si les résultats de cette expérimentation finalement peuvent s'appliquer à un contexte plus global. Donc je vous remercie pour votre attention. Et vous pouvez retrouver les différents résultats et bien d'autres dans un article que j'ai publié donc, dans la revue EJREF. Donc je vous ai mis le lien, mais si vous tapez Bastien Rollin EJREF, normalement vous tombez sur
l'article si vous voulez en savoir un peu plus. Merci beaucoup Bastien. Est-ce qu'on a des questions dans le public? Je pense. Merci Bastien, c'était très intéressant. Pas si contre-intuitif que ça, j'ai trouvé. Et je me posais la question de designer une expérimentation qui prend en compte en fait un truc hyper intéressant qu'est l'intégration dans les premiers temps de l'université ou d'une école. Est-ce que ce serait pas le bon moment pour introduire peut-être des badges extrêmement weird comme on nous proposait ce matin, mais qui permettent peut-être d'aller toucher ceux qui ne sont pas des chasseurs de badges nés, de façon à ce qu'ils vivent en eux l'expérience sur une logique peut-être pair à pair, extrêmement détendue, qui permettrait peut-être d'aller creuser un petit peu cette question du badge comme activateur d'envie d'apprendre ou d'aller chercher de nouvelles connaissances. Alors, moi, je pense que ce qui est important quand on met en place des open badges, c'est vraiment de demander également aux apprenants ce qu'ils veulent en fait, ce qu'ils veulent qu'on reconnaisse, parce que finalement, on a vu, il y a plusieurs expérimentations qui mettaient en place leur propre badge numérique, qui parlaient pas à leurs apprenants, à leurs étudiants, enfin pas seulement dans l'enseignement supérieur. Et on voyait que finalement, les open badges, ils prenaient pas, parce que les étudiants ne voyaient pas un intérêt justement à être badgés. Donc, je pense que le plus important finalement, c'est de reconnaître ce que les étudiants demandent. Et c'est ce qu'on a un peu fait avec l'enquête, c'est qu'on avait demandé qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on reconnaisse. Ils nous parlaient de leurs compétences transversales, et c'est pour ça qu'on s'était engagé un peu dans cette voie, et notamment via le métier étudiant, parce que c'était important pour nous dans la période Covid, justement, qu'ils ne soient pas pénalisés justement dans cette période. Merci Bastien pour cette présentation. Donc j'avais 2 questions, s'il vous plaît. Je voudrais revenir justement sur... je voulais savoir si tu avais déjà un retour concernant l'introduction de cet outil, au niveau des différents professionnels qui mettent cet outil en œuvre, notamment les professionnels, les administratifs, si tu avais déjà des retours par rapport aux recruteurs, par exemple. Et puis, dans un deuxième temps aussi, j'avais une question pour revenir sur ta conclusion. Une conclusion très intéressante, notamment comment aller chercher les personnes qui sont justement, pour reprendre Bourdieu, comment aller chercher les personnes qu'on ne désigne pas en fait, comme étant les héritiers, comment aller chercher ces personnes en fait, quand on parle il y avait cette idée d'ailleurs, tu parles aussi de méritocratie, comment justement aller vers ces personnes, ces publics qui en fait, du fait peut-être de l'électronisme, du fait des problématiques liées dans l'accès à ces outils, comment aller chercher ces personnes en fait? Je ne sais pas si tu avais des pistes. Merci. Alors, pour la première, on n'a pas vraiment de retour en fait par rapport aux recruteurs, parce que c'était des apprenants qui étaient en première année de licence, donc on a peu de retours finalement. On aura peut-être des retours plus tard, et on n'a pas fait un suivi longitudinal, donc c'est ce que je veux faire, mais du coup au bout d'un an c'est compliqué, donc on verra si finalement ils utilisent vraiment leur badge sur leur CV. Là on voit par contre qu'ils partageaient assez peu leur badge sur les réseaux sociaux, donc notamment LinkedIn. Mais encore une fois, c'est des étudiants qui sont en première année de licence, donc ils ne sont pas encore vraiment intéressés par leur professionnalité. Pour le second point, pour ta seconde question, donc, qui portait sur privilégier les privilégiés, alors je pense que c'est peut-être pas finalement les compétences numériques le problème, parce qu'on avait mis en place donc, un questionnaire que nous avons donc, diffusé donc, à l'Université de Mons et à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc là, on voyait via ce questionnaire qui était diffusé donc dans plusieurs formations, donc en économie-gestion, en psychologie et sciences de l'éducation, et également en sciences techniques et de l'ingénieur. Et on voyait que finalement, l'intérêt pour l'outil n'était pas vraiment conditionné à l'intérêt pour le numérique. Là, on trouve l'inverse, mais bon. Donc voilà. Donc je pense que c'est pas vraiment le numérique le souci. Je pense que c'est plutôt en fait le fait que les classes les plus favorisées en fait ont conscience justement de l'importance de ces compétences transversales, notamment pour acquérir un métier ou avoir des niveaux salariales plus élevés. Et on voit que finalement les soft skills intéressent peu les classes les plus défavorisées. Donc je pense qu'on peut l'expliquer finalement comme ça. Donc comment on pourrait justement faire en sorte que justement ces étudiants s'approprient plus l'outil. Alors c'est peut-être leur proposer des formations numériques s'ils ont vraiment des difficultés, mais je pense également de leur expliquer que c'est vraiment important aujourd'hui d'avoir peut-être d'autres outils pour se mettre en valeur justement sur le marché du travail. Donc c'est finalement leur expliquer l'importance de ces soft skills, de ces compétences transversales sur le marché du travail, sur le marché de l'emploi.
Du coup, j'avais une question ou une hypothèse plutôt. Est-ce que si par exemple on prend les mêmes étudiants en licence 3 ou en master 2 et qu'on leur dit que finalement les open badges veulent leur permettre d'avoir une meilleure lecture de la part des recruteurs dans les entreprises, peut-être qu'ils vont avoir une motivation. Et est-ce que finalement les open badges étaient valorisés par le corps enseignant? Peut-être qu'aussi ils ont... Peut-être qu'en fait... enfin, pour venir d'un milieu populaire où l'université c'est pas forcément la panade, on a une perception de soi-même, une perception de ses études, une perception de ses compétences à l'université, des fois qui sont, comment dire, un peu compliquées. Et peut-être que l'open badge, en fait, est dans cette perception, dans ce biais, en fait, qu'on a de nos propres études, nos propres compétences. Et peut-être que c'était juste, en fait, comment dire, une notion en plus qu'on intégrait, genre en mode, je perçois mal mes études, l'open badge, c'est un truc encore en plus que j'ajoute dans ma mauvaise perception de mes études. Enfin, et peut-être qu'ils n'ont pas vu ça comme justement au contraire quelque chose qui pourrait me permettre de mieux percevoir mes études, de mieux comprendre ce que je fais, de mieux me sentir concerné en tant qu'étudiant et finalement de me dire que c'est pas parce que j'ai pas fait une prépa, enfin parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent qui ont déjà une prépa ou qui ont déjà bien compris le système scolaire et au contraire il y en a d'autres qui découvrent un peu, qui continuent de porter un peu leurs lacunes et peut-être que l'open badge justement peut être une solution par rapport à ça et j'imagine que s'ils le comprennent comme ça, peut-être à la fin du premier semestre, en se disant bah, peut-être que l'open badge me permettrait d'aller chercher des compétences qui me permettraient d'aller chercher après d'autres compétences. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aura une meilleure adhésion parce qu'ils l'intégreront plus facilement dans leur parcours universitaire. Je suis complètement d'accord. Et également, il faudrait tester bien évidemment nos hypothèses sur un autre public étudiant. Là, encore une fois, c'était un public d'étudiants en première année de licence. Donc on imagine que si on avait testé les open badges dans un public de master, on n'aurait peut-être pas eu non plus ces résultats-là, quoi. Une dernière question, Dimitri. Alors, je m'interrogeais du coup sur alors, il y a eu un badge de présenter, et surtout sur la troisième étape du badge, avec la production de preuves. Et je m'interrogeais sur le pas de côté, de savoir si le pas de côté a été fait de la part des étudiants, à savoir est-ce que finalement la preuve, ça a été un partiel ou un TD qui a été fait avec une production écrite, et donc j'ai réussi à analyser et à synthétiser, ou est-ce que les étudiants ont réussi à aller chercher une expérience extra-académique et à la mobiliser là-dessus? Et donc si oui, est-ce que c'était extrêmement minoritaire ou est-ce que c'est arrivé souvent que ce soit des expériences extra-académiques? Voilà. Alors c'était extrêmement minoritaire. Déjà ce badge-là, il a été beaucoup moins demandé que les autres, parce que ça demandait un travail supplémentaire. Et je vous l'ai dit, la période elle a été très compliquée pour les étudiants, c'est vraiment tombé super mal en fait. L'ouverture du MOOC, elle a eu du retard, donc c'est arrivé en mars, et en mars c'est le mois le plus dense pour les étudiants, donc ça pourrait expliquer aussi pourquoi il y a eu seulement 40% entre guillemets des étudiants qui ont participé. Donc on peut voir que le dernier badge, il était moins demandé, mais quand il était demandé, alors soit ils prenaient, soit ils synthétisaient ou ils analysaient une partie de leur propre CM par exemple, soit ils apportaient d'autres preuves. Et c'est ça qui était intéressant en fait, c'est que vraiment on a des étudiants qui se sont vraiment appropriés l'outil et qui ont vraiment considéré que la preuve était vraiment libre, hein. J'ai eu des photos, j'ai eu des PDF, etc. Donc vraiment, il y avait une multitude finalement, un peu de preuves pour les quelques étudiants que ça a concerné. Mais encore une fois, là, on a remis en place donc, cette expérimentation donc, l'an passé. J'ai pas eu le temps de traiter les données parce que là, j'étais bien occupé. Mais l'an passé, les étudiants ont beaucoup plus participé. Et il y a eu beaucoup plus de preuves également. Donc c'est intéressant. Et également, je ne vous l'ai pas dit, mais ces badges-là, à la base, ça concernait juste l'expérimentation qui était à Dijon, à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Et ensuite, les créateurs du MOOC, donc l'équipe enseignante qui a créé le MOOC, a voulu intégrer ces badges-là en fait, directement dans le MOOC. Donc maintenant, si vous voulez, d'ailleurs, le MOOC a ouvert lundi, là. Une nouvelle session a ouvert lundi. Si vous voulez, par exemple, avoir ces badges-là, maintenant, c'est possible parce qu'ils les ont intégrés directement dans le MOOC. Donc c'est également plus facile parce qu'on peut passer directement par le formulaire du badge pour envoyer différentes preuves. Là, c'était un peu lourd la première année parce que justement, ils devaient aller sur le MOOC, donc sur FunMOOC, ils devaient aller sur leur espace étudiant pour envoyer des preuves. Donc c'était parfois un peu compliqué, mais maintenant, c'est beaucoup plus simple et on voit qu'il y a un meilleur taux d'adhésion également parce qu'on a simplifié finalement la technologie. Merci beaucoup. Bastien, on vous applaudit.